réfléchir ensemble sur les limites et le retard de la gouvernance européenne. Le titre, c'était exactement cela. Des solutions dépassant les frontières réglementaires de l'Union européenne sont-elles possibles? Alors, ce titre aborde un sujet que nous tous, européistes inspirés par la pensée et l'action de Jean Monnet, connaissons très bien, à savoir que l'Union européenne aujourd'hui a une gouvernance insuffisante pour apporter des réponses adéquates aux crises que nous traversons depuis plus de 20 ans. Je ne cache pas le sentiment de frustration que je ressens à chaque fois que des positions anti-européennes vont apparaître dans les médias et dans les débats politiques des États membres, ou des positions simplement négationnistes exprimées par des soi-disant experts qui se limitent à mentionner les nombreux retards de l'Europe sans proposer de remèdes possibles, même limités, même tardifs, mais qui pourraient nous laisser imaginer la présence de personnes qui ne baissent pas les bras et qui ne laissent pas passer sous silence la situation en Europe. En préparation du discours d'aujourd'hui, j'ai lu les mémoires de Jean Monnet. Et je remercie l'association Jean Monnet qui me l'a donné lors de ma première visite à la maison de Jean Monnet, et les mémoires de celui qui, avec beaucoup de détermination, de compétence et de sagesse politique, a influencé la vie de nous tous. Ces mémoires ne nous racontent pas seulement les expériences qu'il a vécues, de la Première Guerre mondiale à la construction d'une Europe unie, mais constituent une extraordinaire invitation à réfléchir aux problèmes d'aujourd'hui, non moins graves et non moins dramatiques de ce qu'il a décrit dans ses mémoires. Je me demande si nous sommes capables d'imaginer un chemin qui ne peut être partagé par tous les pays membres de l'Union européenne, mais seulement par certains d'entre eux. Un chemin qui puisse assurer à l'Union européenne une stratégie plus efficace et plus autonome, ou tout simplement, il faut se résigner au déclin de l'Europe. J'ai passé une grande partie de ma vie universitaire à étudier, à enseigner et écrire autour de l'Europe. Et j'ai toujours été, même dans les périodes les plus difficiles de l'histoire de l'intégration européenne, un Européen convaincu. Aujourd'hui, comme beaucoup d'entre nous, je n'ai pas changé d'avis, mais je suis très sceptique quant à la capacité de l'Europe à faire face aux nombreux problèmes apparus au cours de ces dernières années. Je crains que nous ayons des problèmes encore plus complexes à affronter avec le nouveau président Trump, qui, pendant la campagne électorale, a réaffirmé avec force la vocation à la grandeur américaine dans un monde multipolaire caractérisé par l'explosion des guerres, les protections commerciales, les dérèglements climatiques d'origine humaine, la défense de la liberté et de la paix. L'Union européenne est en retard dans de nombreux domaines. La perte de compétitivité par rapport aux grands acteurs mondiaux, spécialement la Chine et les États-Unis, les retards dans la transition écologique, les retards dans la réduction de la dépendance aux fournisseurs extérieurs des technologies avancées, je pense à l'intelligence artificielle et au 5G, l'absence des stratégies industrielles, et on peut penser à l'industrie automobile, l'absence de politiques communes capables de garantir la défense de ses frontières extérieures, l'inclusion sociale, le manque de compétences dans l'utilisation des smart skills, la cybersecurity, la lutte contre l'immigration régulière, les trafics de migrants, d'armes et d'êtres humains. Sur les 50 groupes mondiaux qui détiennent les meilleures technologies, seules 4 sont européennes et ils restent sous-dimensionnés par rapport à la concurrence mondiale. Dans le secteur des télécommunications, nous avons 34 acteurs européens face à une petite poignée de concurrentes aux États-Unis et en Chine. Mais en même temps, il faut aussi rappeler que l'Europe a remporté
d'importants succès au cours des presque 50 ans. La libéralisation des échanges, l'élargissement à nouveaux États membres, la politique de cohésion économique sociale, les marchés intérieurs européens, la monnaie unique. Aujourd'hui, 44 millions de consommateurs et 23 millions d'entreprises génèrent près de 20% du PIB mondial, contre les 17 pour la Chine et les 24 pour les États-Unis. Ça, ce sont des données de la Banque mondiale. Mais l'Europe, l'Union européenne, occupe également la première place en termes d'espérance de vie, de faible mortalité infantile, de réduction des inégalités entre les riches et les pauvres et d'ouverture commerciale par rapport au reste du monde. Mais c'est au cours des deux dernières décennies que l'Union a été confrontée avec des déséquilibres économiques et financiers croissants, un changement de relations géopolitiques mondiales qui ont réduit la capacité des États membres à agir de manière autonome, en particulier dans les secteurs pour lesquels l'Union européenne a reçu une délégation de pouvoir. Et alors, revenons à la question initiale. Dans quelle direction devrions-nous procéder pour garantir une stratégie plus efficace et plus autonome pour l'Union européenne? On sait bien qu'en cas d'intérêt national majeur, les États membres peuvent faire pression pour que certaines décisions deviennent plus flexibles au sein de l'Union européenne. Je fais un exemple récent, c'est le débat sur la suppression du droit de veto dans les domaines tels que la politique étrangère, où l'Union européenne envisage d'autoriser les décisions à la majorité qualifiée afin de rendre l'action européenne plus efficace. Je me demande, mais est-ce que c'est possible d'imaginer le recours à les mêmes procédures dans les domaines de la défense, de la concurrence industrielle, de l'énergie, des règles fiscales, de l'immigration, de la production des biens publics? Je me souviens que dans mon document de synthèse des discussions tenues au sein du groupe du travail sur l'élargissement et l'approfondissement du processus d'intégration européenne, auquel j'ai participé lors d'une première séminaire tenu chez la Maison Jean Monnet en septembre 2023, j'avais évoqué comme solution possible, en absence de modification des traités et d'un consensus unanime sur les décisions les plus importantes à prendre, l'utilisation d'une forme d'intégration différenciée représentée par la coopération renforcée prévue par l'article 20 du traité sur l'Union européenne. C'est une hypothèse de travail reprise en 2023 dans le rapport du groupe de travail franco-allemand sur les réformes institutionnelles de l'Union européenne. Et en 2024, également reprise par le rapport Draghi. Je ne vois pas, en raison de différences d'intérêts nationaux dans les 27 États membres, une volonté commune de marcher ensemble dans cette direction. Cependant, je pense qu'il y a des manœuvres à explorer. Contrairement à l'expérience de Grande-Bretagne, qui a laissé l'Union européenne après 47 ans, on doit réfléchir sur des solutions viables qui ne soient pas en conflit avec les droits européens, mais qui nous permettent d'agir au dehors des règles et même au dehors des frontières géographiques de l'Union européenne. Les pays membres ont deux choix devant eux. Ils peuvent, par exemple, essayer de renforcer la coopération avec d'autres États membres par la coalition d'États volontaires, afin de poursuivre des projets communs ne nécessitant pas l'approbation unanime de tous les États membres. Des programmes tels que la coopération structurée permanente, PESCO, permettent une collaboration dans les domaines militaires entre quelques États membres sans nécessairement impliquer l'ensemble de l'Union. Cependant, comme souligné par plusieurs spécialistes des politiques européennes, ces typologies de coordination volontaire ne sont pas en mesure de générer des accords capables d'activer des actions collectives ayant la même force d'imposition que les politiques communes et de modifier surtout la structure de la gouvernance de l'Union européenne. Au cours des 20
à 30 dernières années, mon pays, l'Italie, a signé des milliers de traités internationaux, bilatéraux et multilatéraux. Le ministère italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale a numérisé plus de 6 000 accords couvrant divers domaines tels que la coopération économique, la défense, l'environnement et les droits de l'homme. Pourquoi donc ne pas recourir à des accords internationaux avec certains États européens, mais aussi non européens, pour partager des stratégies et des politiques communes dans les secteurs considérés comme prioritaires pour le développement de leur économie? Les pays membres sont libres de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux dans des domaines où l'Union européenne n'a pas de compétences exclusives, comme dans certains domaines de la politique fiscale, de la politique industrielle ou de la numérisation, à condition de toujours respecter les principes et l'objectif de l'Union européenne, afin d'éviter les conflits avec la législation de l'Union européenne. En octobre 2024, après la résistance de plusieurs capitales de l'Union européenne à battre les barrières nationales pour forger une union des marchés des capitaux, l'Espagne a proposé une voie plus rapide vers une intégration financière plus étroite au sein de l'Union européenne, entre les pays partageant les mêmes idées, dans le but de mettre fin à une décennie d'impasse concernant l'harmonisation des marchés des capitaux. Madrid a présenté une proposition officielle pour un nouveau système harmonisé de notation des crédits pour les petites et moyennes entreprises qui ont beaucoup souffert des difficultés à lever des fonds que les grandes entreprises. Nous devrions multiplier les expériences des projets de coopération dans des secteurs où la coordination des politiques souhaitées par certains États membres, par exemple, pour encourager la promotion des investissements pour soutenir la croissance d'entreprises ayant des difficultés à accéder au crédit bancaire, ne produit pas d'impact négatif dans les pays membres qui ne partagent pas ces objectifs. Dans ma vie, et en tant qu'enseignant et père de famille, j'ai toujours été un amoureux de l'exemple et je ne l'ai jamais regretté. Avoir le courage d'avancer ne signifie pas exclure d'autres États, membres ou non membres de l'Union européenne, s'ils ne sont pas convaincus du bien fondé des initiatives qu'ils entendent promouvoir. Cependant, je crois qu'il est inacceptable au niveau juridique, économique, social et politique si les objectifs poursuivis sont partagés par un plus petit nombre de pays et ne nuisent à personne. Que les États membres d'un accord d'intégration aussi profonde et étendu que celui construit par l'Union européenne en plus de 70 ans peut empêcher la réalisation d'objectifs qui présentent un intérêt, et je reviens au thème de l'Union européenne du marché des capitaux, pour des millions d'entreprises qui ont besoin de financement pour se développer. Mais il y a un second choix qui est déjà réalisé par la grande industrie européenne, comme c'est le cas depuis un certain temps dans le secteur aérospatial. Je parle du projet pour développer et produire en Europe un avion de chasse de 6e génération entreprise par la britannique BAE Systems, l'italien Leonardo et le japonais Mitsubishi Heavy Industries, et qui sera détenu à part égale 33,3% pour les trois sociétés. Le même parcours a été suivi par la France avec le Dassault Aviation et l'Allemand lancé en 2017 pour la réalisation des systèmes de combat aérien de nouvelle génération, qui devra remplacer les systèmes de combat aérien actuels, Rafale et Eurofighter, est considéré nécessaire pour préserver l'autonomie stratégique et la base industrielle et technologique de défense européenne. La récente décision de Leonardo et l'allemand Rheinmetall de signer un joint venture pour le développement et la fabrication des véhicules de combat va dans la même direction. Je crois on sait tout qu'on a une dizaine de véhicules ce sont ridicules de penser et d'imaginer une défense commune. En l'absence d'une politique industrielle européenne
et dans la nécessité de défendre la compétitivité des industries européennes dans les secteurs potentiellement les plus exposés à la concurrence internationale, encourager et renforcer la collaboration entre entreprises européennes et non européennes peut être la stratégie fonctionnelle pour réaliser les économies d'échelle nécessaires pour assurer la durabilité des projets industriels, garantir le développement technologique et la participation au programme de recherche et d'interopérabilité, capable d'établir, par les retombées en termes de brevets, de développement industriel et d'emploi, une participation large et diversifiée des entreprises les plus innovantes dans le secteur lié à la sécurité économique et à la défense nationale. Ces solutions sont-elles viables? Nous n'avons pas beaucoup d'autres choix, mais nous n'avons surtout pas beaucoup de temps pour des solutions alternatives. Conclure des accords avec d'autres États et avec les entreprises qui partagent la nécessité d'unir leurs forces pour développer des projets dans la direction souhaitée signifie travailler conjointement à la réalisation d'objectifs moins nombreux, mais non moins importants. Je termine mon intervention avec les mots prononcés récemment par le gouverneur de la Banque centrale d'Italie. Nous avons besoin de grands projets de recherche. Nous avons besoin d'infrastructures physiques et numériques communes. Nous avons besoin de grands projets sectoriels qui conduisent à la création de champions européens d'envergure mondiale. Nous avons démontré que nous pouvons le faire, par exemple, avec Airbus, mais nous perdons les défis dans presque tout secteur pertinent pour l'avenir de l'Europe. Et j'ajoute, sans changement de perspective, l'Union ne peut pas survivre et surtout ne peut pas garantir les niveaux de liberté et prospérité dont ses citoyens ont bénéficié jusqu'à présent. Voilà mon intervention. Merci pour votre attention.